je vais donner un peu le contexte, donc, et vous m'arrêtez si j'ai des bêtises. Donc AI for Industry, c'est un événement qui est organisé, je crois que cette année c'était du 17 au 27 janvier, il me semble. C'est des couples, on va dire, élèves et professeurs qui travaillent sur des use cases, sur une logique de hackathon, pour voir comment on peut déployer tout simplement des solutions d'intelligence artificielle au bénéfice de l'industrie. Ça porte bien son nom, hein, AI for Industry. Digital Aquitaine est partenaire depuis 2 ou 3 ans maintenant, puisque ça complète assez logiquement ce que nous on fait ici. Donc ça permet aussi aux lauréats de venir présenter ce sur quoi ils ont travaillé et les résultats qu'ils ont obtenus sur cette solution. Donc je ne sais pas si Denis Lapoire est ici. Il est venu avec vous ou pas? Denis Lapoire qui travaille sur... Vous savez pas. Ouais. Donc voilà, c'est donc un événement qui est créé au niveau d'Anserbe avec... alors je crois qu'il y a Perpignan, il y a Bidart, La Rochelle, Poitiers ou Limoges et Bordeaux, de mémoire. Chacun travaille en équipe pendant une semaine sur du use case et vous êtes les lauréats de cette AI for Industry et vous êtes là pour pitcher comme les autres, pour expliquer ce sur quoi vous avez travaillé. Voilà. Donc comme tout le monde, 20 minutes de présentation et puis une flopée de questions. Donc on va vous donner peut-être les micros. On va vous donner des micros, vous vous présentez, ça sera peut-être pas mal. Donc bonjour, je me présente du coup Samuel Lozakmer avec mes 3 collègues du coup de Poitiers. On est en M2 IOI et avec notre collègue de Perpignan qui a travaillé avec nous sur le cas Einstein du workshop AI for Industry. Du coup je vous laisse faire un petit tour de table. Alors moi c'est Victor de Vildon en Master 2 en Smart IoT à Poitiers. Du coup, moi, c'est Peter Bonneau, aussi dans la même formation que Victor. Et on va vous présenter un peu le travail qu'on a fait pendant cette petite semaine de workshop. Et Fabien Corso, du Master 2 Informatique de Poitiers aussi. Ravi d'être là. Et à distance. S'il peut parler. On t'entend pas. Ok. C'est bon, tu peux parler. Okay. Donc, je suis Valentin Le Cornuet, je suis en dernière année dans l'école Imurière à Perpignan. Donc, voilà. Très bien, la place est à vous. Donc, on va vous présenter notre use case du coup qui a été proposé par l'entreprise Einstein. Et donc le but en fait était d'indexer des images via des discriminations binaires. Il faut savoir que dans le cadre de ce projet, on disposait de 4 jours véritables de travail. Et donc comme il a été rappelé précédemment, le projet a été effectué en partenariat avec l'Université de Perpignan et l'Université de Poitiers. Donc, pour contextualiser un petit peu la chose, Einstein, c'est une entreprise qui a été créée en 1998 à Poitiers. Et donc, le domaine d'activité, c'est plutôt du développement logiciel. Le produit phare de cette entreprise, c'est vraiment le logiciel iPhoto. Donc, c'est vraiment un logiciel de gestion de fonds et d'images documentaires, donc via des vidéos. On a 200 téraoctets de données en fait via ce logiciel. En 2021, du coup, Einstein lance la version 4.0 de son logiciel. Et, diapo suivante. Alors, petite télécommande, tac. Et donc, depuis 2013, une collaboration entre le laboratoire XLIM et l'entreprise a été effectuée. Et donc, ces deux acteurs travaillent sur du recherche et développement dans le cadre de domaines d'analyse d'images et d'indexation d'images. Donc, on va traiter 3 cas, donc 3 cas d'usage qui vont être plus précisément présentés par mon collègue de Perpignan. Il faut savoir aussi qu'en 2022, un laboratoire commun va être créé entre l'entreprise et le laboratoire XLIM situé à Poitiers. Ces deux acteurs en fait, vont traiter de l'indexation d'images et de problématiques liées à l'active learning.
Je laisse la parole à mon collègue à distance. Voilà, donc du coup, je vais commencer par reprendre un peu la problématique. Donc on nous avait fourni 3 datasets différents pour 3 use cases. Le but étant de comparer les images et de pouvoir les trier. Donc de détecter si c'était des ambiances ou des produits, par exemple pour use case 1, une infographie ou une photo pour la use case 2, ou des reportages ou des studios pour la use case 3. Donc nous à Perpignan, on a principalement traité le use case numéro 1, vu qu'on a beaucoup travaillé sur le dataset pour trier les images, tout simplement. Donc on peut voir sur cet écran deux types différents pour le use case 1. Donc à gauche, une représentant une image concernant l'ambiance et une autour d'un produit. Donc on peut voir que le produit est bien délimité sur un fond blanc. En revanche, nous avons pu trouver dans le dataset quelques problématiques, comme on peut le voir ci-contre. On a 2 images où on ne peut réellement décerner si c'est une ambiance ou elle fait partie de la catégorie produit. Donc, de ce fait, nous avons réalisé une analyse sur chaque image et de chaque catégorie pour regarder les couleurs dominantes de chaque image. Donc, on a pu voir que dans la catégorie d'ambiance, il y avait une couleur qui ressortait majoritairement. Et tandis que dans celle concernant la catégorie des produits, il y en avait une qui ressortait, mais les autres étaient quand même plus... comment dire il y en avait plusieurs qui ressortaient, contrairement à celle de l'ambiance. Voilà, donc nous avons donc réalisé un nettoyage sur le dataset. Donc sur toutes les images similaires et doublons dans les mêmes classes. Donc on peut voir à gauche 2 images similaires qu'on pouvait retrouver dans la même classe. Non. Hop. C'est qu'il y a un problème ici. Voilà. Et sur la droite, des images communes sur la classe ambiance et qui se retrouvaient aussi dans la classe produit. Donc les actions à mener étaient de dédoubler la base, faire des blâmages. Donc comment nous avons procédé? On a mesuré la structure des images avec une méthode SSIM. Alors on a un schéma qui représente cette méthode. Donc nous avons le signal X et le signal Y qui correspondent à nos 2 images d'entrée. Donc une correspondant à la catégorie A et l'autre à la catégorie B. Sur chacune de ces images, nous allons procéder à une mesure de luminance. Ensuite, après cette luminance mesurée, nous allons mesurer les contrastes et comparer la luminance de la photo A à la photo B. En faire de même avec les contrastes et en faire de même avec les structures majoritaires des deux produits. Et du coup, avec les valeurs que nous récupérons, nous allons combiner tout simplement celles-ci pour la résumer en une mesure de similarité. Donc, il a fallu rentrer un seuil de similarité en entrée de cet algorithme. Nous avions donc procédé à quelques tests et on a pu délimiter à 70%. En revanche, nous supposons que nous pouvons monter à plus de 70% pour avoir de meilleurs résultats. À partir de cela, nous avons créé un nouveau dataset avec moins d'images similaires. Nous avons donc ainsi supprimé 40 images dans la classe produit et 48 dans la classe ambiance. Ça représente environ 5% du dataset pour le use case 1. Et après étude de ce nouveau dataset, on peut en conclure qu'il faut malheureusement qu'il faudra en fait refaire un nettoyage à la main.
car ça ne suffit pas. Alors, dans le cadre des 3 use cases, il s'agissait de discrimination binaire. Donc, on devait différencier une classe par rapport à une autre. Pour cela, on a utilisé plusieurs types de méthodes. Des méthodes un petit peu originales, de type mathématique ou basées sur l'utilisation directe des mesures des pixels. Donc, on a utilisé des méthodes de type, basées sur des filtres de Laplace ou sur de la variance. Ensuite, on va se baser du coup sur des méthodes plus classiques à base de descripteurs deep ou classiques. Donc la première méthode du coup est une approche basée sur la variance. Donc on a fait l'hypothèse en fait que chaque use case pouvait être synthétisé en 2 classes. Donc dans les 3 cas, on peut synthétiser une classe en disant que c'est une classe d'image réelle et l'autre plutôt qualifiée d'image artificielle. Donc comme vous pouvez le voir sur le diaporama, on a des images beaucoup plus colorées d'un côté avec vraiment une forte hétérogénéité des couleurs, alors qu'à droite, sur les images artificielles, on a par exemple des images où il n'y a que seulement 2 couleurs, donc 0 ou 1, noir ou blanc. C'est pour cela du coup qu'on s'est dit que la variance pouvait être un critère vraiment discriminant en termes de classification dans nos 3 cas. Et donc cette méthode se déroule en plusieurs étapes. La première étape est de calculer la variance de chaque individu, donc la variance de chaque image en fin de compte. Ensuite, une fois que l'on a un tableau de variance représentant chaque image d'un use case, on va essayer de classifier l'ensemble des valeurs, l'ensemble des individus avec le plus de seuils possible. Avec ces différents tests, on a une évolution de l'erreur en fonction du seuil. On va essayer de se placer à l'endroit où le seuil minimise un maximum l'erreur, en fait où le seuil est optimal. Une fois que l'on a obtenu le seuil optimal, on peut alors passer à la phase de test et vraiment classifier nos images. Alors, moi je vais vous présenter donc une autre méthode qu'on a mise en place. Et pour vous la présenter, j'aimerais vous amener finalement à l'hypothèse à laquelle on a dégagé finalement. Donc vous voyez à l'écran, donc derrière moi, 2 images donc, qui proviennent du use case 1. Et finalement, si vous regardez l'image d'avion typiquement, vous allez vous rendre compte de quelque chose, c'est qu'il y a très peu finalement de contours dans cette image. Alors que pour l'autre image, donc l'image avec le bâtiment, il va y avoir beaucoup plus de contours. En regardant un peu plus nos datasets, on s'est rendu compte que le nombre de contours pouvait peut-être être utilisé pour finalement faire la classification. Donc l'hypothèse, vous la voyez ici. Donc les contours d'une image sont-ils des descripteurs suffisants pour la classification? Donc je vais vous présenter la méthode qu'on a mise en place. Donc c'est très simple, on prend l'image, en entrée, on va commencer par changer son espace colorimétrique, on la met en niveau de gris. Sur cette nouvelle image en niveau de gris, nous allons appliquer finalement un filtre de Laplace. Ce filtre va nous permettre de mettre en évidence l'ensemble des contours de l'image. Donc ici, comme vous pouvez le voir sur l'écran, après l'application du filtre de Laplace, on a une image en noir et blanc, avec en blanc l'ensemble des contours de l'image. Donc si on appliquait les filtres de Laplace sur les images que je vous ai montrées à la slide précédente, on verrait finalement, pourquoi pas pour l'avion, un seul et unique trait qui représenterait finalement le contour unique de l'image. Et pour le bâtiment, on verrait une image qui ressemble un peu à ce que vous avez à l'écran. C'est-à-dire qu'on aurait beaucoup plus de contours. Donc on va utiliser ces contours pour réaliser la classification. Donc à partir de cette image avec les contours mis en évidence, on va tracer l'histogramme cumulé de cette image. Et à partir de là, on pourra extraire de cet histogramme cumulé quelques valeurs qui pourront être utilisées en tant que descripteurs pour la classification. Donc on extrait les descripteurs et après, pour tout ce qui est décision, on va utiliser finalement un algorithme. Ici, on a utilisé l'algorithme KNN. Donc ça nous permettra de créer nos classes. Donc je laisse la parole à mon camarade qui va vous présenter une autre méthode.
Alors, une autre méthode, quand on s'est dit qu'il pourrait être intéressant de tester, c'est bien évidemment une méthode basée sur des réseaux de neurones, et en particulier de l'apprentissage profond. Et on s'est dit qu'avec les contraintes qu'on avait, ça pouvait être intéressant finalement. Ok. Ça pouvait être intéressant finalement d'utiliser une méthode basée sur du transfer learning. Alors je vais rappeler rapidement qu'est-ce que c'est que le transfer learning, puis comment on l'a mis en place dans notre cas et qu'est-ce qu'on en a tiré. Alors le transfer learning, en fait, ça consiste à utiliser un modèle qui a déjà été entraîné dans un cas similaire et de l'adapter à notre cas d'utilisation, de le spécialiser à notre besoin. Concrètement, pour de l'image, vous pouvez voir par exemple qu'on retrouve une partie couche convolutionnelle qui va s'occuper d'extraire des descripteurs, qui va s'occuper d'extraire des caractéristiques des images, et la partie couche de classification. Et en fait, le transfer learning, ça va consister à bloquer la partie couche convolutionnelle qui a déjà été entraînée sur une autre banque d'images, mais par contre, de réentraîner la partie couche de classification pour l'adapter à notre cas d'utilisation, cas d'usage. Alors, j'ai dit qu'il fallait bloquer la partie couche convolutionnelle. En réalité, on pourrait également réentraîner la partie couche convolutionnelle, alors en faisant très attention, en prenant un coefficient d'apprentissage très faible, mais ça demande malgré tout des moyens et du temps en plus. Nous, on a utilisé des modèles qui étaient disponibles dans Keras et qui ont été pré-entraînés sur la grosse banque d'images ImageNet. Alors, pour rappel, les contraintes qu'on avait, c'était qu'on avait du matériel et du temps limité, mais aussi un corpus d'images limité, et ça va avoir son importance. Et l'hypothèse, c'est donc qu'avec un modèle basé sur du transfer learning, on pourrait avoir des résultats plus intéressants que si finalement on réentraînait nous-mêmes notre réseau de neurones en deep avec les contraintes qu'on avait. Et la méthode utilisée, ça a été de tester plusieurs modèles de Keras et de réentraîner donc la partie full connected, la partie classification. Donc voilà les résultats qu'on obtenait. Donc ce qui était disponible dans Keras, on avait du exception, du ResNet, NASNet, DenseNet, qui ont tous leurs particularités et leur architecture qui leur sont propres. Et on voit clairement que c'est DenseNet qui tient le haut du panier, avec lequel on obtient les meilleurs résultats dans tous les use cases. En mettant des petites perspectives malgré tout, en se disant que si on avait eu du meilleur matériel finalement, on aurait pu réentraîner la partie couche convolutionnelle, on aurait pu aussi rajouter des couches dans la partie full connected, dans la partie classification. Alors ça ne garantit pas qu'on aurait eu vraiment des meilleurs résultats, mais en tout cas c'est quelque chose qui aurait pu être intéressant de tester avec du temps et du matériel en plus. Alors rapidement, sur le modèle DenseNet qui a eu les meilleurs résultats, qui est le grand gagnant, sa particularité, c'est qu'en fait, à l'entrée de chaque couche, il va être réinjecté par concaténation les entrées des couches précédentes. Et ça a pour effet que finalement, on a une rétropropagation qui est plutôt facilitée, on a aussi un temps d'apprentissage qui est réduit, et c'est un modèle qui a la réputation d'être plutôt robuste, même sur des corpus d'images qui ne sont pas très très importants, et ça peut expliquer pourquoi il a eu les meilleurs résultats dans notre cas. Alors maintenant, on va parler de la partie résultats. Donc il est d'abord important de préciser qu'on a pris pour chaque jeu d'images 80% d'entre elles pour l'entraînement et 20% pour le test. Donc ensuite, pour chaque cas réel, on a effectué un tableau regroupant tout d'abord les méthodes qu'on a utilisées, donc les méthodes de machine learning classique, la méthode de deep learning retenue, c'est-à-dire DenseNet, et les méthodes un peu plus originales qu'on a utilisées. Donc ces tableaux permettent de faire en fait un compromis entre le taux d'erreur et le temps de prédiction, puisque ce temps de prédiction sera important pour le client. Donc par exemple, si on fait l'analyse du premier tableau, on peut voir qu'il y a deux résultats qui ressortent vraiment. C'est vraiment celui pour la méthode utilisant deep learning et des méthodes utilisant les méthodes de machine learning classique. Alors dans ce cas-là, quand on a des résultats à peu près similaires, nous allons plus nous pencher sur des méthodes de machine learning classique pour des raisons d'interprétabilité et également pour une raison de coût de calcul qui sera beaucoup moins important que si on utilisait
du deep learning. Donc on peut observer que cette observation sera à peu près la même pour use case 1, 2 et pour le use case 3. Alors, en guise de conclusion, déjà, on peut dire que l'objectif a été atteint. Donc, Hayden demandait plusieurs choses. Donc, déjà, il demandait à ce qu'on nettoie la base de données qu'il nous avait donnée. Donc, notamment des méthodes de dédoublonnage, donc notre camarade de Perpignan vous a présenté. Et il demandait à ce qu'on se penche sur des méthodes de classification pour finalement son application. Donc, on a obtenu les résultats qu'on a obtenus avec la base qu'on avait. Et si on avait un conseil à donner à notre client, ce serait d'utiliser, pourquoi pas, les méthodes de machine learning classiques habituelles. Donc vous avez vu précédemment, donc typiquement Random Forest, SVM ou même AdaBoost. Donc ces méthodes offrent un compromis en termes de taux d'erreur et de temps de calcul intéressant. Et en plus de ça, contrairement aux méthodes deep type CNN, type transfer learning, c'est beaucoup plus facile à interpréter. Et ça peut être intéressant pour nos clients d'avoir une facilité dans l'interprétation des résultats. Donc, en perspective, donc, il y a une multitude de choses qu'on aurait aimé tester. Donc, vous pouvez voir typiquement qu'on aurait voulu tester, pourquoi pas, utiliser un CNN avec en entrée les images de la base de données et quelques variations. Ça nous aurait permis finalement de compenser le fait que la base de données était assez réduite. On aurait pu aussi utiliser d'autres descripteurs. Donc, Samuel vous a présenté une méthode utilisant la variance, mais on aurait pu utiliser, pourquoi pas, la moyenne, les quartiles, la médiane et tout un tas d'autres descripteurs qui sont issus des statistiques. Et en dernière perspective, on aurait pu utiliser un GAN. On aurait pu entraîner finalement un réseau de neurones pour qu'il puisse générer des images et compléter notre base de données avec des images très très proches de ce qu'on avait déjà. Ce serait comme une sorte de data augmentation, mais avec un peu moins de variation qu'avec une data augmentation classique. Donc, voici l'ensemble des étudiants donc, de Perpignan et de Poitiers qui ont travaillé sur ce use case. Et on vous remercie pour votre écoute. Et si vous avez la moindre question, nous sommes preneurs. Ouais. Je pense qu'on peut les applaudir. Ouais. Ouais, on peut les applaudir. Ça a été répété, mais c'était bien. Parfait, merci beaucoup. Vous avez compris que votre avenir est tout tracé. Il y a du travail dans ces univers-là. Donc vous maîtrisez déjà bien les technos, c'est très bien. Donc je vous remercie beaucoup. Et puis bonne chance pour la suite. Alors, est-ce qu'il y a peut-être un commentaire ou une question dans la salle pour les jeunes? Alors, je regarde avec les quelques secondes de retard qu'il peut y avoir sur chat. Sur YouTube, ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je tenais à vous féliciter aussi. J'avais pas tout ça en une semaine ou c'est sur 4 jours? 4 jours. 4 jours, c'est ça. Le dernier jour était pour synthétiser avec Perpignan. Peut-être en attendant 2 secondes, c'est intéressant de comparer les méthodes en termes d'erreurs, y compris en faisant intervenir le temps, le temps de prédiction pour dire c'est pas la peine d'utiliser des méthodes trop complexes. Est-ce que vous êtes allé essayer de comprendre sur les erreurs respectives de chaque algo, faire une analyse des erreurs de chaque algo, voir où il pouvait y avoir des potentiels de progression? Alors, ou est-ce qu'ils se trompaient tous de toute façon toujours sur les mêmes et donc c'était impossible de les trouver? On n'est pas allé dans le détail, mais on sait qu'il y a pas mal de biais pour lesquels il faut faire attention. Donc notamment, DenseNet présentait des résultats très intéressants, mais on ne peut pas être sûr et certain que ce ne soit pas du surapprentissage finalement. Donc il faudrait rester critique. Et si on avait eu le temps, on aurait fait finalement beaucoup plus de tests pour creuser un peu et comprendre un peu et justement avoir cette interprétation des taux d'erreur finalement. On aurait pu tracer des matrices de confusion et se pencher un peu plus sur les cas qui posent problème, comprendre un peu où nos algos échouent justement. Mais c'est vrai qu'on a manqué de temps. Oui, en temps limité. L'exercice, je crois. C'était l'exo. C'était l'exercice. Ouais, bravo. Bon. Je crois que c'est la fin là. Oui, merci beaucoup pour votre présentation et puis peut-être à l'année prochaine.